Salut à tous, ici Ectox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon avis sur le DLC Xenoblade Chronicle 3 qui est sorti le 26 avril. Franchement, sur un avenir retrouvé. Un DLC d'ailleurs que j'attendais vraiment depuis pas mal de temps. Depuis la sortie du jeu, vu qu'il a été annoncé depuis la sortie du jeu. Et c'était l'une de mes grosses attentes de 2023. Avec évidemment Zelda Tears of the Kingdom. Alors, ce DLC, avant de rentrer dans la partie spoil, parce qu'évidemment je vais spoiler, c'est un peu obligé pour ce DLC, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Déjà, j'ai trouvé que c'était un très très bon DLC qui clôturait bien l'histoire de la fin de Xenoblade 1 et de la fin de Xenoblade 2 avant de rentrer sur Xenoblade 3. En fait, quand on rentre sur Xenoblade 3, on comprend pas trop ce qui s'est passé et tout, enfin bref, voilà. Je vous fais pas un dessin, mais du coup, ça situe là, entre les trois jeux, et ça clôture bien un peu le tout pour bien comprendre comment est l'histoire de Xenoblade Chronicle 3. Voilà, est-ce que ce DLC est jouable si on n'a pas fait Xenoblade 1 et Xenoblade 2? Bah malheureusement non, parce que vraiment ce DLC prend énormément de points de Xenoblade 1 et de Xenoblade 2, et l'histoire, la véritable histoire de ce jeu, c'est littéralement la suite de Xenoblade 1 et Xenoblade 2, c'est-à-dire l'histoire de base du 1 et du 2, c'est la suite du DLC. On parle pas vraiment du 3, même si le 3 est un futur de ce DLC là, voilà, on va pas trop l'évoquer, on va vraiment plus évoquer le 1 et le 2. Voilà, niveau gameplay, qu'est-ce que j'en ai pensé? Niveau gameplay, c'est le même que Xenoblade Chronicle 3, et ça c'est cool, c'était le jeu avec le meilleur gameplay pour moi. Du coup c'est vraiment cool qu'ils aient repris ce mécanisme de gameplay. Cependant nous n'avons pas les Ouroboros comme il y a dans Xenoblade 3. On a une autre forme d'Ouroboros, c'est juste en fait une sorte de mini enchaînement à la place d'avoir un véritable Ouroboros à contrôler. Voilà, c'était tout pour le gameplay et tout pour la partie sans spoil. Maintenant je passe à la partie spoil. Niveau histoire, en fait, tout simplement, ça reprend la troisième divinité après Longos, Pneuma. Là, ça prend la troisième divinité qui est Alpha, en fait, le troisième Aegis. Dans Xenoblade Chronicle 1, on affronte donc Alvis, qui est littéralement la Monado, qui est Zanza. Dans Xenoblade Chronicle 2, nous avons du coup Longos, donc Malos, et nous avons Pneuma, donc Pyramitra, qui sont Pneuma, bref. Et on a et dans l'espèce de médaillon avec les espèces de gemmes d'Aegis, et on a un troisième, on sait pas ce que c'était les troisièmes, mais là c'est Alpha, l'antagonisme de ce DLC en fait, qui veut juste détruire la planète. C'est ça, veut juste détruire la planète. Et du coup l'histoire se passe après que Rex, Shulk et Zed, le Möbius Z, essayent d'arrêter donc Alvis, qui est maintenant aux ordres d'Alpha, qui est même Alpha. Alvis, c'est Alpha. Et c'est que là qu'on comprend mieux du coup dans Xenoblade Chronicle 1 que du coup Alvis, alias la Monado, est en fait Alpha. Voilà. Et c'est là que l'histoire va prendre tout son sens. Évidemment, on peut pas faire ce DLC si on n'a pas fini Xenoblade Chronicle 3, car littéralement ça nous spoil tout. N, il est spoilé, on sait qui c'est N. Voilà, point barre. Je veux dire, on a N, on a donc le fils de N, et du coup le personnage principal est l'arrière, non, et le petit-fils, pardon, du fils à N. Voilà, donc c'est son grand-père qui est le fils à N, celui qui a été abandonné par le tout premier Noah et la toute première Mio. Enfin, qui n'a pas été abandonné, mais voilà, enfin vous avez compris, ceux qui ont fait le jeu ont compris. Et du coup, voilà pour l'histoire, et bah c'est tout pour l'histoire, en fait, on va juste suivre leur quête, qui vont devoir détruire, entre guillemets, Alpha, avec des petits retournements de situation, à droite à gauche, et tout. Évidemment, en fait, c'est juste une simple chasse au Möbius, parce que ils avaient signé une sorte de traité de paix entre, les gens de la cité et les Möbius, mais les Möbius l'ont pas respecté. Et du coup, la bataille contre les Möbius a recommencé. Mais à côté de ça, il y a aussi Alpha qui est venu rajouter sa merde. Voilà, ça pour l'histoire. Maintenant, dans ce DLC, qu'est-ce qui ne va pas? Car oui, il y a des points qui ne vont pas. Pour moi, l'histoire reste un minimum incohérente, en fait. C'est une petite partie, mais elle reste incohérente. À la fin de Xenoblade 1 et Xenoblade 2, on sait que ça se passe en même temps, les deux mondes se réunissent. Voilà. Rex doit avoir une quinzaine d'années, Shulk on va dire, il est pareil, vers 15-18 ans, on ne sait pas trop, mais voilà. Et le problème c'est que en fait, Agnus et Kevs n'existent pas encore.
et les combats n'existent pas encore. Alors, comment c'est possible que dans ce jeu, Rex et Shulk doivent avoir entre la 40 et la cinquantaine, mais que le tout premier Noah existe, que leur fils a 80-90 balais, qui lui a un petit-fils qui a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années de moins que Rex et Shulk. Et ça, j'ai pas compris. En vrai, si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Pour moi, il y a une raison simple, c'est peut-être quand ils ont signé, entre guillemets, le traité de paix avec Z et tout, bah tout simplement, ils ont aussi, entre guillemets, enfin je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont éternels, qu'ils sont plus vraiment humains, car, je vais le dire tout de suite, et c'est une théorie que je pense, et parce que c'est à peu près vrai dans le DLC, il n'y a que Rex et Shulk. Tous les autres sont morts. Déjà, on ne voit pas les reines, on sait juste que Melia a été capturée comme dans le Xenoblade Chronicle 3, et c'est là que c'est parti en couille et que la paix, tout ça entre Mébius et personnages de la cité, ça s'est arrêté. Et donc voilà, parce qu'en fait, l'origine a été créée avec Z, Shulk et Rex. Mais bref, et donc voilà, c'est que c'est parti en couille. Tous les autres sont morts. Tous les persos de Xenoblade 1 et Xenoblade 2 sont morts. On a juste Riku, qui est le fils du Nopon qui était dans Xenoblade 1, et quelques autres références, mais à part Rex qui nous dit que seulement elles étaient là, en parlant de Pyramitra, seulement elles étaient là, machin et tout, et bah ça y a pas. Et bah ça y a pas. Pareil, sur les enfants, alors c'est bien d'avoir introduit le fils de Shulk et la fille de Rex, sauf qu'on sait qu'à la fin de Xenoblade 3, que Rex il a 3 enfants, et les 2 autres on ne sait pas qui c'est en fait. Et c'est ça que je trouve un peu incohérent, c'est qu'à la fois ils voulaient faire des trucs bien, mais à la fois ils n'avaient pas assez de matière pour faire ça. Et pour moi, il nous manque vraiment un truc entre la fin de Xeno 1 et Xeno 2 et entre ce DLC, il nous manque la première bataille contre Alvis, comment tous les autres personnages littéralement sont morts, comment Pyra, Mitra sont mortes, mais que Rex a encore leurs épées. Et c'est ça qui est un peu illogique. Est-ce qu'elles sont vraiment mortes? Est-ce que elles se sont fusionnées avec les épées? Est-ce que voilà quoi? Parce que Rex peut un peu entre guillemets invoquer l'épée de Pneuma sans elle en fait. Et c'est ça qui est un peu incompréhensible dans ce DLC. Bref, si on met ça de côté, si on met ce gros point négatif de côté, franchement, ça résout énormément de mystères de Xenoblade Chronicle 3. En fait, il faut le prendre un peu comme une suite, mais pas trop une suite. C'est-à-dire, ça répond à beaucoup de questions, mais ça nous en fait poser encore plus également. Dire ça répond, on va dire, à 50 questions, mais on s'en pose encore 50 autres. Du coup, c'est kiff-kiff. Malgré tout, ça reste vraiment un DLC très impressionnant à faire. Franchement, j'ai adoré revoir Rex et Shulk. En plus, ils ont grandi, ils débordent de charisme. Sans déconner, ils sont incroyables. Les persos qu'on contrôle aussi sont incroyables. Je trouve que le fils de Shulk et la fille de Rex, avec Pyra, elle est juste vraiment cool. Franchement, c'est juste des personnages vraiment top. Et en fait, c'est tout simplement les fondateurs de la cité, quoi. Et non, franchement, suivre leur histoire est vraiment cool. On a même une allusion à Klaus, qui est donc l'antagoniste, qui est pas l'antagoniste, mais qui est entre guillemets le dieu de Xenoblade 1 et 2. Et donc en fait, on a même un moment, on voyage dans le monde de Klaus. Et voilà quoi, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce DLC, c'est qu'il bouche un peu les trous. Mais j'aurais aimé aussi un autre DLC, ou un DLC un peu plus long et qui nous explique un peu ce qui s'est passé avant. Comment tous les personnages qu'on a vécu dans le 1 et dans le 2 se sont retrouvés juste morts ou disparus, on ne sait pas où ils sont. Nous avons juste Rex et Shulk. Et Riku, l'un des fils du Nopon, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, c'est tout pour ce DLC. Alors, verdict, je l'ai fini en 25 heures de jeu. Franchement, très bien. Il n'est pas incroyable, il n'est pas exceptionnel, ça reste un très très bon DLC quand même. Avec un Rex et un Shulk charismatique, avec une monade de Rex et un Aegis parfait. Après, je vous conseille de le faire si vous êtes un fan de la série. Si toutefois vous n'avez pas encore acheté le DLC, que vous avez juste Xenoblade Chronicle 3 et que vous êtes juste fan de Xenoblade Chronicle 3, bah je ne vous le conseille pas car il répondra pas à toutes vos questions, surtout vous n'aurez aucune référence des 2 premiers jeux quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était Ectox, je vous dis à la prochaine, allez, salut à tous.